Nous sommes le 26 juin, bienvenue pour cette nouvelle édition du 7-8. Les invités, les titres. 38,6%, c'est le pourcentage de femmes à l'Assemblée nationale après les dernières élections. Une nette progression par rapport à la précédente mandature. L'association, elle aussi, se satisfait de ce changement, mais reste vigilante. Armelle Danet, sa vice-présidente, nous en parlera. Et puis, nous parlerons également des risques de transmission du VIH avec Jérôme André, directeur de HF Prévention. L'été approche, sortir couvert est toujours une nécessité. Nous verrons aussi que l'association va voir son nombre de missions augmenter dans les prochains mois. Et il y aura également de nouveaux locaux. On va en parler avec vous, Jérôme André. Bonsoir. Bonsoir. Dans un instant, mais tout d'abord, nous parlons encore un peu de politique, de parité en tout cas, avec vous, Armelle Danet, vice-présidente, elles aussi, association qui se bat justement pour cette égalité homme-femme au niveau politique. Les élections législatives, je le disais, qui ont amené une nouvelle recomposition de l'hémicycle, rajeunissement, mais pas uniquement. 38,6% des députés sont des députés avec un E. Elle n'était que 27% sous la précédente mandature. Déjà, pour commencer, vous vous félicitez, j'imagine, de cette progression nette. Oui, tout à fait. D'autant plus que c'était assez inattendu. Puisque en 2012, il y avait 40% de femmes candidates. Elles n'ont été que 27% à être élues. Bon, là, il y avait un petit progrès, 42%. Bon, il y avait un doublement des pénalités financières pour les partis qui ne présentaient pas autant de candidats que de candidates. Bon, ceci dit, les grands partis n'ont pas présenté autant de candidats que de candidates, donc ils vont payer des pénalités financières. Mais là, le résultat est absolument inattendu. Et en fait, on pense que... Bon, d'abord, c'était une volonté politique de la part du parti En Marche, enfin du mouvement En Marche. De plus, ils avaient une commission d'investiture qui était paritaire, donc ils ont fait vraiment bien attention d'investir non seulement autant de femmes que d'hommes, mais d'investir aussi, de répartir les circonscriptions en fonction qu'elles étaient plus ou moins gagnables. Et puis là, on était aussi sur des postes de titulaires aussi, et pas forcément de suppléants ou de suppléantes, parce que quelquefois les partis politiques qui jouent le jeu ont plutôt tendance à proposer des suppléantes que des suppléants. Oui, et là, bon, et en plus, ils n'avaient pas non plus vraiment beaucoup de sortants à placer. Parce que le problème des partis traditionnels, c'est comme ils ont beaucoup de sortants, les sortants sont majoritairement des hommes, donc ils ont priorité. Ensuite, on place encore quelques personnes, et puis les femmes, on les place ensuite pour essayer de faire la parité. Voilà. Là, si on prend le département des Yvelines, il y a eu un fort renouvellement. Il y a aussi beaucoup de femmes. Si on prend juste le sud du département, le secteur couvert par TV Fil, on peut recenser 3 députés et eux. Ces députés, ces femmes, vous les avez rencontrées déjà? Est-ce que vous avez échangé avec elles? Non, pas encore. Non, en fait, sur le département, il y a 8 femmes sur 12, alors que dans l'ancienne législature, c'était 2 femmes sur 12. Donc c'est également un grand bouleversement, oui. J'imagine que vous les avez déjà sollicitées Oui, mais enfin, bon, on les sollicite, mais on ne va pas aller... Pour l'instant, vous n'avez pas de retour. Pour l'instant, non. Néanmoins, mais vous vous battez néanmoins pour obtenir cette parité. On va juste faire un petit rappel historique. Et puis on aurait bien aimé qu'elle réponde surtout au questionnaire que l'on a envoyé. Nous avons envoyé à tous les candidats un manifeste pendant la campagne. Qui recense un petit peu nos revendications en termes de... on voudrait la parité dans toutes les assemblées. On n'y est pas encore, parce que les communes de moins de 1000 habitants, il n'y a pas la parité. On ne l'a pas encore à l'Assemblée nationale, on ne l'a pas encore au Sénat. Et surtout dans les intercommunalités qui reste le point noir. Ensuite, on aimerait bien qu'il n'y ait pas de cumul des mandats dans le temps, enfin que ce soit limité à 2. Bon, là, apparemment, on s'oriente vers une limitation vers 3. Et en plus, on aimerait quand même encore des améliorations dans le statut de l'élu, parce que ce que nous demandent les personnes qui ont répondu, c'est le retour à l'emploi une fois qu'on a terminé le mandat. C'est le gros problème. Là, vous allez avoir plein de députés qui sont confrontés à ce problème. Enfin, dans les mairies, il y a énormément de maires et de maires adjoints qui sont confrontés à ce problème tous les 6 ans. Voilà. Je refais ce rappel historique que je voulais juste faire. 1946, première élection ouverte aux femmes, 6,8% seulement à l'Assemblée nationale. Voilà, pour que chacun mesure la progression, même si elle était longue avant d'arriver à ce chiffre aujourd'hui. Vous le disiez, vous avez devancé un peu la suite des questions. Aujourd'hui, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant et vous restez vigilante parce qu'il y a du travail à faire dans les collectivités locales, que ce soit mairie ou intercommunalité. Voilà. Et au Sénat, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner au Sénat. Il y a 25% de femmes, les élections en septembre. Il y a beaucoup de contournements de la loi. Nous, on aimerait bien que ce soit les modes de scrutin qui changent. On aimerait bien que ce soit un scrutin de liste sur des grandes circonscriptions, alors qu'actuellement, c'est les départements, quand il n'y a que 3, c'est un homme, une femme, un homme, et des listes dissidentes avec des hommes en tête. Enfin voilà, tous les détournements pour que ce soit les hommes qui soient élus, pas les femmes. Votre association a été fondée en 1992. J'aimerais qu'on revienne sur ce moment de création. Comment a été accueillie la création de l'association, que vous avez présidée aussi d'ailleurs?
Est-ce que ça a été bien vu ou mal vu aussi par les... Non, mais à cette époque-là, il y avait un grand mouvement pour la parité. Et ça avait commencé par le Conseil de l'Europe qui avait commencé à parler de parité en 1989. Et en 92, il y avait une grande conférence à Athènes où il y avait des ministres femmes européennes qui s'étaient réunies et on a commencé réellement à parler de la parité. Donc en fait, nous n'avons pas été la seule association à ce moment-là à se créer. Donc il y a eu plusieurs associations et c'était en vue de faire changer la Constitution puisqu'il y avait eu... il y avait eu un projet de loi pour qu'il y ait un quota de 25% de femmes dans les municipalités. Ça avait été rejeté par le Conseil constitutionnel, donc il fallait, au nom de l'universalisme républicain, il ne fallait pas distinguer hommes et femmes. Bon, voilà. Ce qui fait que... Mais enfin, il fallait faire quelque chose, parce qu'entre 45 et 50 ans plus tard, il n'y avait pas plus de femmes députées. Donc il fallait vraiment faire quelque chose. Donc il fallait une volonté législative pour faire quelque chose. Et donc, en fait, nous avons participé à un grand mouvement. Notre association a un grand mouvement. Mais vous avez le sentiment que le résultat obtenu aujourd'hui peut être durable ou que... Est-ce que vous avez visiblement, en tout cas, ce sentiment que les choses ont changé et pour de bon cette fois-ci et qu'il sera difficile de revenir en arrière? Je pense que dans les mentalités, maintenant, ça a réellement changé. De toute façon, on voit bien déjà, tous les médias parlent de parité. La parité, maintenant, on en parle dans des autres domaines de la société. On en parle... dans les associations, dans toutes les institutions finalement. Dans les entreprises du CAC 40 maintenant, il semblerait qu'on ait atteint 43% de femmes dans les conseils d'administration, ce qui est quand même, et grâce à la loi finalement. Donc finalement, quand on veut, on y arrive. En fait, c'est ça. C'est une question de volonté politique. Et apparemment, c'est ce qui a marché. Mais il faudrait que la volonté politique reste. Mais nous sommes au 21e siècle, donc on peut difficilement quand même revenir en arrière dans ce domaine. Aujourd'hui, juste pour conclure, le cœur de votre combat, justement, c'est ces prochaines élections sénatoriales notamment Non, notre combat principal sont les intercommunalités parce que c'est le vrai. Là, il y a un véritable déficit de parité et le système électoral actuel ne nous convient pas. Et bon, le problème, c'est qu'il n'y a que 16% de femmes maires. Et d'ailleurs, nous sommes en train justement de faire une recherche-action en Bretagne sur ce sujet pour essayer de comprendre et agir. Parce qu'on aimerait bien qu'en 2020, c'est bientôt, mais il y a quand même plus de femmes maires, donc plus de femmes têtes de liste. Et ça, c'est le plus gros problème. Et tête de liste ou présidente. Il y a peu de femmes maires, il n'y a que 8% de femmes présidentes des intercos, 10% dans les départements. Enfin voilà, il y a encore du travail. Et puisque l'on attend demain, peut-être qu'une femme sera élue au perchoir demain, on ne sait pas. Et on verra demain. Voilà, et on verra également dans les présidences des commissions. Voilà, que ce soit bien, que ce soit équilibré. C'était le cas dans la dernière législature pour les présidences de commission. Voilà. Merci Armelle Danet. Vous restez en plateau avec nous. Nous continuerons à parler du travail que vous menez avec l'association Elles aussi régulièrement sur cette antenne. Et puis vous le disiez, cela avance, mais il y a encore du travail, en tout cas de la vigilance. Nous allons parler santé à présent. Le 7-8 invité se poursuit. Jérôme André, président, directeur HF Prévention, votre actualité. Directeur parce qu'on a aussi une présidente. Voilà, donc pour la parité, pour revenir sur le sujet d'avant. Ça m'a aidé pour la transition, merci. Donc je l'ai fait exprès, pour ça que j'ai dit président. Voilà, votre actualité, ce sont ces nouveaux locaux à Trappes qui seront inaugurés en fin de semaine. On va y venir aussi, mais l'occasion est aussi donnée aujourd'hui de parler prévention du sida à la veille de l'été. Selon la Haute Autorité de Santé, dans un rapport de mars 2017, près de 150 000 personnes sont aujourd'hui atteintes par le VIH dans le pays, dont 30 000 sans le savoir. Le nombre d'infections ne baisse pas, il est stable, un peu plus de 7 000 nouveaux cas chaque année, dont 40% sont diagnostiqués tardivement, d'où l'importance de se faire dépister régulièrement. La prévention à la veille de l'été, c'est une période critique. C'est une période critique en réalité parce que les gens il fait beau, il y a du soleil, il fait chaud. Les corps sont relativement dénudés et là pour le coup on est vraiment dans un problème qui est vraiment différent, c'est-à-dire que les gens ne pensent pas au risque et effectivement les campagnes d'été sont toujours très compliquées. Il y a Solidays qui vient de se finir avec une fréquentation en baisse néanmoins. Fréquentation pas forcément au top et puis on a effectivement donc l'été qui est générateur en général de nouveaux cas de contamination entre eux. Avant on avait plutôt tendance à dire 6 à 7 000 cas. Maintenant, on parle plutôt de 7 à 8 000. On n'est pas sur un rebond de l'épidémie, mais le problème, c'est que ça fait quand même plus de 10 ans qu'on parle de 6 à 7 000 cas de contamination. Alors maintenant, 7 à 8 000, mais du coup, ça ne baisse pas. Et ça, pour le coup, ça reste inquiétant parce qu'il y a beaucoup d'efforts de prévention qui est fait, mais pour le coup, on voit que malheureusement, l'épidémie est toujours présente. Et outre le VIH, on a aussi maintenant toutes les IST qui pullulent avec effectivement le retour de la syphilis,
le retour de l'hépatite A dans certaines communautés, des problématiques d'hépatite B, alors qu'on a des vaccins sur l'hépatite A, l'hépatite B. On a le papillomavirus aussi, on a un vaccin. Malheureusement, on ne vaccine pas assez. La couverture vaccinale en France est relativement trop faible. Ce relâchement des comportements s'explique comment? On en parle régulièrement, mais c'est humain. On se dit que c'est bon, que finalement... il existe des traitements et on peut faire avec? Non, le souci, c'est les campagnes qui ne sont pas assez ciblées. C'est aussi que les campagnes, malheureusement, les pouvoirs publics, certaines associations, pendant des années, ont dit le sida, c'est dans telle ou telle communauté. Moi, j'ai du mal avec ça parce que, vous le savez, on organise entre 7 et 10 000 dépistages chaque année, notamment dans les universités, les centres commerciaux, les cœurs de cité. Et quand un centre de dépistage trouve en moyenne 0,2% de ces patients séropositifs, nouvellement diagnostiqués, HF Prévention dans les universités est à presque 2%. Donc on voit qu'il y a un ratio qui n'est pas logique, qui n'est pas normal. On a de plus en plus de jeunes qui sont contaminés et on a aussi les plus de 45 ans parce qu'ils changent de vie, parce qu'ils se disent « je n'ai pas utilisé le préservatif avec ma femme » et puis à 45 ans on se remet un peu en cause et puis on devient un peu frivole. Et là donc du coup c'est des publics qu'on a du mal à atteindre en dehors des centres commerciaux. Il y a des centres commerciaux qui jouent le jeu et c'est pas le cas sur tous les territoires. Il y a des universités qui jouent le jeu. En Ile-de-France, c'est quasiment partout où effectivement on fait du dépistage, mais on sent qu'il y a un malaise effectivement sur ces dépistages, d'où le fait d'avoir des nouvelles missions de dépistage. Et aujourd'hui, on va pouvoir dépister aussi, notamment les IST. Oui, vous allez intervenir sur un champ plus large aujourd'hui par la suite. Le ministère de la Santé vous a confié une nouvelle mission. Oui, alors effectivement, donc, il y a l'hépatite C qu'on a entamée depuis le début de l'année. Alors l'hépatite C, c'était assez confidentiel, nous disait-on, et en fin de compte, on se rend compte qu'il y a pas mal de cas de contamination. On va aussi rentrer dans un programme de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, notamment sur la syphilis. Et puis, ça, c'est pour le domaine santé sexuelle. Mais on va aussi sur des nouvelles aires thérapeutiques comme le diabète, la nutrition, les problèmes cardiovasculaires, parce que l'expertise d'HF Prévention, qui est d'aller au-devant des publics et de pouvoir effectivement proposer des tests directement sur les lieux, est une expertise qui s'exporte de la même manière que Virusoir, qui est donc le game changer. Là, on a bientôt la V2 qui sort. Eh bien, effectivement, on réfléchit aussi à des versions pour la nutrition, comment mieux manger, parce qu'on se rend compte que des ateliers cuisine, des fois, ça suffit pas. Comment aussi donc mieux éduquer les gens, parce qu'aujourd'hui, ce qui manque, c'est quand même très largement des plans d'éducation larges, et on espère effectivement que nos game changers pourront contribuer donc à cela. Et si vous voulez avoir des renseignements, des aides, des contacts, l'adresse est affichée il y a un instant en bas de l'écran, c'est à Trappes, c'est nouveaux locaux que vous allez inaugurer en fin de semaine. Nouveaux locaux pour le siège national, puisque nous on est des enfants donc de Saint-Quentin pour la plupart, donc on a effectivement des nouveaux locaux pour le siège national et on continue à recevoir le public à l'Institut de promotion de la santé. On garde nos locaux à l'Institut de la santé, mais effectivement comme on est de plus en plus nombreux et comme on a besoin effectivement de s'étendre en termes de taille, l'agglomération de Saint-Quentin qui héberge déjà HF Prévention Île-de-France-Ouest et un camping-car, on ne pouvait pas non plus héberger tout. Et puis c'est vrai qu'on va avoir des nouveaux camions, comme les camions santé de la femme. Donc ça, c'est aussi un nouveau volet qui arrive chez nous au mois d'octobre. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, il faut être autonome et se diversifier. Et donc, d'où l'arrivée de ces nouveaux locaux. Et on viendra vous voir dans ces nouveaux locaux. Inauguration en fin de semaine, on en parlera dans le journal très rapidement. Merci Jérôme André. L'adresse, je vous l'ai dit, c'est affiché, HF Prévention. Et puis la formule, vous la connaissez, mais elle est toujours d'actualité. Sortez couvert. Merci à vous deux d'être venus ce soir. C'est la fin du 7-8 invité.